Les gens pensent que la haine d'Hitler envers les juifs était absolue et sans exception. Ils croient que la SS était une organisation aryenne parfaitement pure. Mais il n'appliquait pas uniformément sa haine des juifs, une contradiction plus troublante qu'on ne le pense. Cachée dans les archives du Troisième Reich se trouve une réalité terrifiante. Il y avait des juifs qu'Hitler considérait comme précieux, ou envers qui il avait des dettes personnelles. Son idéologie passait après ses caprices personnels. Même au plus fort de l'Holocauste, une seule signature d'Hitler pouvait transformer une personne condamnée en ce que les responsables appelaient froidement un juif noble. Cette conviction risquait de déchirer les rouages internes du Reich. C'est l'histoire des juifs qu'Hitler a secrètement protégés. Tout a commencé par une douleur à la poitrine. Clara Hitler avait honte de se plaindre, confiant à voix basse à son médecin que la douleur l'empêchait de dormir depuis des semaines. Elle avait toujours été travailleuse, mais cela devenait trop difficile. Les examens ont révélé une vaste tumeur du sein. Le fils de Clara, Adolphe, âgé de 18 ans, est rentré précipitamment de Vienne, où, contre la volonté de son père défunt, il tentait de devenir artiste. Il dormait dans la chambre d'amis du modeste appartement de Clara à Urfa, dans la banlieue de Linz, en Autriche, écoutant les gémissements de sa mère la nuit. Elle était en train de mourir, et il ne pouvait pas l'accepter. Adolphe avait toujours essayé de la protéger d'Aloïs, son père autoritaire et colérique, un véritable tyran. Avant la mort prématurée d'Aloïs, Adolphe avait pris la défense de Clara, lorsqu'Aloïs, toujours ivre, levait la main sur elle. Et maintenant, cette femme qu'il aimait et admirait tant, celle qu'il avait choyée après avoir perdu 3 enfants à cause de la maladie, s'éteignait sous ses yeux. Il était impuissant. Adolphe était aux petits soins pour elle, espérant un miracle. Un miracle qui, s'il devait arriver, viendrait sûrement du médecin dévoué et digne de confiance de la famille, le docteur Edward Bloch. Bloch a constaté lui-même à quel point ce jeune homme adorait sa mère. Debout à son chevet, lui apportant de l'eau, essayant de lui faire avaler de la nourriture malgré sa bouche sèche, Adolphe croyait vraiment que Clara pouvait vaincre la maladie. Ses espoirs reposaient sur Bloch et les merveilles de la médecine allemande moderne. Mais il n'en fut rien. Alors que Clara restait silencieuse dans son lit un après-midi, Bloch prit Adolphe à part. L'opération avait échoué, le cancer s'était propagé. Bloch remarqua plus tard que son long visage pâle était déformé, des larmes coulaient de ses yeux. Cette femme, qui avait enduré tant de tragédies, tant de coups, une femme si aimante et si dévouée, était trop jeune pour mourir. Elle n'avait que 47 ans. Adolphe supplia Bloch de la sauver. Bloch posa ses mains sur l'épaule d'Adolphe. Il ferait de son mieux. Sa famille avait été bonne avec lui. Clara et les enfants étaient des gens travailleurs et honnêtes. Un traitement spécial existait, sans garantie, mais sans lui, Clara ne tiendrait pas. Cela valait la peine d'essayer. Adolphe attendit nerveusement pendant que Bloch allait à son bureau chercher une bouteille d'iodoforme, un désinfectant cicatrisant et antiseptique. On croyait que cela pouvait dissoudre les tumeurs mortelles. Adolphe observa Bloch, qui imbibait de la gaze avec le produit chimique, et la plaçait dans la plaie encore ouverte de l'opération de Clara. Elle cria de douleur, alors que le produit chimique brûlait sa poitrine. Au fond de lui, Bloch savait que cela ne fonctionnerait pas. Il le faisait pour Adolphe. Il ne supportait pas de le voir aussi dévasté. Bloch écrira plus tard qu'elle supportait son fardeau avec courage, sans faiblir ni se plaindre, mais cela semblait torturer son fils. Il grimaçait de douleur en voyant la douleur contracter le visage de sa mère, mais Adolphe était reconnaissant. Il regardait Bloch atténuer la douleur de sa mère avec une nouvelle injection de morphine. Elle dépérissait lentement, plus préoccupée par le sort de ses enfants que par sa propre mort. Au lieu d'aider, l'iodoforme caustique n'était pas seulement atrocement douloureuse, mais elle était totalement inefficace. C'était horrible pour Adolphe de voir ce que le cancer faisait à sa mère. Dans les années qui suivirent, lorsqu'il devint un chef politique féroce, il cria dans un micro à propos du cancer juif. L'agonie de sa mère mourante lui trottait-elle au fond de l'esprit. Mais Hitler n'a assurément pas blâmé le docteur Bloch. Après le décès de Clara et la profonde dépression d'Adolphe, il exprima une gratitude éternelle pour ce que le docteur Bloch avait fait pour sa mère dans ses derniers instants. Le docteur Bloch, qui était juif, un homme que la famille Hitler respectait énormément, un homme connu pour soigner les familles pauvres, comme celle des Hitler, à toute heure de la nuit, souvent sans même leur demander d'argent, si elles étaient en difficulté. Bloch était un héros pour un garçon qui allait ensuite ôter la vie à 6 millions de personnes comme lui, des juifs. Un lien indéfectible avait été créé, une contradiction d'une ampleur immense avec laquelle Bloch devrait un jour se confronter. Cela préparait une collision entre une ancienne loyauté et une idéologie génocidaire. Au début des années 1920, Hitler était déjà très actif politiquement. Il avait échoué en tant qu'artiste. Blessé 2 fois lors de la Première Guerre mondiale, il vivait dans une grande pauvreté. Pourtant, il était passé d'une obscurité humiliante à porte-parole du Parti ouvrier allemand, qui n'a existé que brièvement. À ses côtés, à chaque étape, se trouvait son ami et associé, Emil Maurice. Maurice était tellement dévoué à cet homme
qu'il copiait ses vêtements et portait une moustache en brosse à dents. Confident, homme de main, loyal jusqu'au bout. Il aurait tout fait pour Adolf Hitler. Mais Maurice cachait un secret dangereux. Il était juif. Du moins par le sang. Cela était indéniable. Et pourtant, il était tout de même devenu le chef suprême des SA, choisi par Adolf Hitler pour être son chauffeur et garde du corps personnel. À cette époque, Adolf Hitler dirigeait le parti nazi, le transformant en mouvement nationaliste, porté par ses discours enflammés, promettant une renaissance nationale. Maurice accompagna Adolf Hitler en 1923 lors de sa tentative de coup d'État contre le gouvernement allemand, jugé corrompu et dominé par l'élite de la République de Weimar. Maurice était toujours là, en prison après l'échec du coup d'État, et Adolf Hitler avait été condamné pour haute trahison. Adolf Hitler lui dicta le début de son livre Mein Kampf, puis il continua à aider lorsque Rudolf Hess prit le relais de l'écriture, alors qu'Hitler exprimait ses opinions sur les Juifs. Le pouvoir d'Adolf Hitler grandissait, et Émile Maurice assistait à chaque triomphe. Il était aux côtés d'Adolf Hitler lorsque ses discours radicaux, autrefois vus comme marginaux, commencèrent à toucher le public allemand. Des millions de gens ordinaires se sont retrouvés affamés, au chômage et sans espoir, après que le krach de Wall Street en 1929 a anéanti l'économie. Les élites restaient protégées de la souffrance ambiante. Adolf Hitler promettait un nouveau départ, une Allemagne saine et de nouveau forte, après l'humiliation des réparations de la Première Guerre mondiale. Il promettait de débarrasser le pays des banquiers juifs cupides, qu'il accusait d'avoir détruit l'économie. C'était l'occasion idéale pour un tyran de s'élever. En 1934, il avait consolidé un pouvoir absolu. Il était désormais le dictateur de l'Allemagne, le Führer. Et à ses côtés se tenait toujours le même homme, qu'il avait soutenu depuis le tout début. Peu de gens connaissaient vraiment Hitler, mais Émile Maurice en faisait partie et bénéficiait de sa confiance totale. Pourtant, il était entaché, ce qu'Émile savait parfaitement. Il avait aidé Hitler à écrire le livre qui dénonçait clairement. Selon des enquêtes ultérieures de la SS, son arrière-grand-père, Charles Maurice Schwarzenberger, avait été un acteur juif à Hambourg. C'était pas le genre d'histoire familiale qui pouvait rester cachée dans un régime qui allait aussi loin pour examiner l'ascendance des gens. Cela faisait de Maurice un 8e juif. Et cela posait problème. Pour les nazis, les juifs étaient vus comme le fléau de l'humanité, et il s'efforça de le faire comprendre au public à travers films, affiches, journaux et radios. Lorsque les campagnes de propagande de Joseph Goebbels présentaient tous les juifs comme toxiques, égoïstes et cruels, ils étaient toujours les méchants, les voleurs, les traîtres, les maltraitants, parasitaires et prédateurs. Et Maurice était l'un d'eux. En termes d'image, si le public allemand l'apprenait, cela semblerait être une contradiction flagrante. Maurice avait déjà reçu l'ordre du sang, l'une des plus hautes distinctions nazies. Lui et Hitler étaient presque soudés l'un à l'autre, des frères de sang, et pourtant son sang était censé être contaminé. Pour certains proches d'Hitler, cela signifiait que Maurice contaminait Hitler et peut-être le Troisième Reich. Hitler avait prêché devant des millions de personnes la supériorité de la soi-disant race aryenne, et ce qu'il considérait comme l'abjecte infériorité des Juifs. Par cela, il entendait quelque chose d'inné et d'héréditaire, non pas environnemental ou culturel, mais purement une question de génétique. Il avait été influencé par les théories raciales pseudo-scientifiques et les mouvements eugénistes présents dans certaines parties des États-Unis et de la Grande-Bretagne au début du XXe siècle. Ce fut une idée mortelle. Toutes les grandes cultures, disait-il, ont péri à cause d'un empoisonnement du sang. Les Américains, dont il admirait ouvertement les programmes eugénistes, s'étaient à ses yeux affaiblis par le métissage racial et étaient devenus une nation de bâtards. Pourtant il était là, diffusant ses croyances avec à ses côtés un homme dont l'ascendance, selon la propre doctrine nazie, était la pire qui soit, en partie juive. L'histoire ne dit pas si Maurice a totalement caché cela à Hitler, ou seulement minimisé. Mais pour un proche de Hitler, l'un des hommes les plus puissants du régime nazi, cela comptait beaucoup. Heinrich Himmler, chef de la SS à partir de 1929, allait devenir l'un des principaux architectes de l'Holocauste et le bras armé des politiques raciales nazies. Il ne pouvait pas observer Hitler passer une grande partie de sa vie aux côtés d'un homme dont les ancêtres pas si lointains avaient souillé la race aryenne allemande. Sans aucun doute, Himmler a clairement indiqué que Maurice, selon son arbre généalogique, n'est pas d'ascendance aryenne. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués.
Ils ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Il n'est pas vu comme un ennemi de l'État, mais jugé par ses origines. Ainsi, Maurice n'était pas jugé totalement fiable. Himmler l'a considéré comme un risque pour la sécurité. Peu d'hommes en Allemagne connaissaient les secrets du Führer, et l'un d'eux étant en partie juif. Himmler voulait que Maurice perde sa position et son influence, sans qu'il soit blessé. Mais Hitler ne pouvait pas se débarrasser d'un homme dont il savait avec certitude qu'il ne se retournerait jamais contre lui. Cependant, comme Himmler le rappelait à Hitler, les lois de Nuremberg imposaient qu'une ascendance aryenne prouvée depuis les années 1700 était nécessaire pour intégrer la SS. Il était clair que Maurice avait échoué à ce test. Pour la population, l'ascendance remontait à 1800, mais pour les SS à 1750, bien avant que Maurice n'entre sur scène dans le théâtre de son arrière-grand-père. Himmler avait raison, impossible d'y échapper. Mais était-il aussi envieux d'un homme en qui Hitler avait autant confiance ? Maurice avait cofondé la SS, il était inscrit comme membre numéro 2, juste derrière Hitler lui-même. Himmler était loin derrière, au numéro 168. Avait-il vraiment le droit d'exiger que Maurice soit mis de côté ? C'était une énigme qui refusait de disparaître. Mais en 1935, Hitler trouva une solution. En août de cette année-là, il écrivit une lettre top secrète à Himmler. Son fidèle ami Maurice ne quittait pas la SS. Au lieu de cela, il devenait un arien d'honneur. Peut-être en partie juif, un mischling, mais il obtiendrait bientôt un certificat spécial dissimulant son héritage juif. Une solution simple, mais qui révélait toute la folie de croire que la lignée définit le caractère d'une personne. La loyauté primait sur la pureté raciale au sommet du parti nazi. Hitler, en adaptant ses règles pour son entourage, posait un précédent dangereux. Un précédent qui allait révéler les vastes contradictions au cœur même des fondements de l'idéologie nazie. L'Allemagne nazie était déjà en proie à un antisémitisme délirant. Les enfants apprenaient à reconnaître le juif avide, au nez crochu et à la posture faible, à côté de l'arien sain, fort et honnête. On les acclamait lorsqu'ils inscrivaient Jude sur les magasins et maisons juives. Hitler aussi griffonnait. Sa signature permettait de sauver activement des juifs du terrible sort que subissaient la plupart des juifs en Allemagne. Les lois de Nuremberg ont retiré des droits à des millions de personnes, tandis que l'hypocrisie était codifiée en secret. Adolf Hitler a personnellement signé entre 1000 et 2000 certificats de sang allemand pour exempter certaines personnes des lois raciales. C'était le même homme qui traitait les Mischlings de monstruosités, mi-homme, mi-singe, et affirmait que leur sang les rendait pécheurs. Pourtant, comme Émile Maurice, tous n'étaient pas promis à la main-d'œuvre forcée ou à la chambre à gaz, mais étaient discrètement écartés. En 1941, Heinz Gerlach écrivit à Bernard Rust, le ministre nazi de l'éducation. « Je n'y peux rien si je suis un Mischling. Personne ne devrait blâmer mes parents pour ma situation. Ils se sont mariés avant l'existence des lois raciales. L'Allemagne comptait des dizaines de milliers de personnes partiellement juives devenues chrétiennes. Sous Hitler, elles avaient proclamé leur amour pour leur patrie et le Führer. Est-il juste que ces personnes soient punies ? Le colonel Ernst Bloch, fils d'un juif, a eu le visage déchiré par une baïonnette pendant la Première Guerre mondiale et a reçu la croix de fer. Il a combattu en étant ouvertement juif durant la majeure partie de la guerre suivante, mais un problème est survenu en 1944, quand Himmler a exigé son renvoi. Le 15 février 1945, il a reçu une lettre signée de Hitler concernant la perte de son emploi à cause de ses origines. Son supérieur a écrit « C'est un honneur de vous remercier au nom du Führer pour les services rendus pendant la guerre et la paix à notre peuple et à notre patrie. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, Heil Hitler. » Cela n'avait aucun sens. Bloch était un héros de guerre, le type d'homme que les nazis mythifiaient. Certes, il était en partie juif, mais il mourrait tout de même en combattant lorsque les Russes arriveraient à Berlin en 1945. Pour lui, la patrie était tout,
et il a été jeté de côté comme une pomme empoisonnée. On ignore le nombre exact de juifs ou de personnes partiellement juives dans l'armée allemande, mais selon l'historien Brian Mark Rygg, ils étaient nombreux. Rygg affirmait que la Wehrmacht comptait environ 60 000 demi-juifs et 90 000 quarts de juifs, y compris certains généraux, amiraux, et un homme qui est monté jusqu'au grade de maréchal. Au moins 20 ont reçu une version de la plus haute distinction militaire nazie, la croix de chevalier de la croix de fer. Certains avaient été enrôlés, d'autres volontaires, suivant les traces de leur père, qui avaient combattu pendant la Première Guerre mondiale. Pour d'autres, c'était une question de survie. Ironiquement, comme l'a dit quelqu'un, la Wehrmacht était l'endroit le plus sûr pour un juif dans l'Allemagne d'Hitler. Le nombre exact a fait l'objet de débats, mais il ne fait aucun doute que des dizaines de milliers de juifs ont combattu sous Adolf Hitler. Nombreux apparemment ne pensaient pas que les lois de Nuremberg les concernaient. L'antisémitisme était destiné aux autres juifs, les Ostjuden, des personnes qui, selon le magazine Tablet, étaient considérées comme ignorantes et superstitieuses par les autres juifs. On oublie souvent que de nombreux juifs allemands étaient très patriotes. C'étaient des personnes très instruites, des Allemands cultivés, des hommes et des femmes dont les racines étaient profondément ancrées dans le sol allemand depuis des centaines d'années. Mais pour certains, y compris Himmler, aucun homme ayant du sang juif n'avait le droit de servir dans les rangs de la Wehrmacht, de la Kriegsmarine ou de la Luftwaffe. En 1940, l'ordre est venu d'en haut. Les juifs devaient partir, qu'ils soient juifs ou de sang mêlé. Certains officiers ont refusé. Leurs hommes formaient une fraternité. Ils ne renverraient pas quelqu'un chez lui parce que son grand-père avait épousé une juive. Ils ont demandé aux soldats métis de rester discrets. Des officiers ont écrit à la hiérarchie nazie en Allemagne, demandant comment un décoré de la croix de fer pouvait soudain devenir ennemi. Tous n'ont pas montré la même solidarité. Un officier, furieux qu'un juif se cache parmi ses hommes, a appelé ses hommes, sorti son pistolet et lui a tiré une balle dans la tête. Un officier de la Waffen-SS, partiellement juif, a reconnu qu'il l'aurait pendu à l'arbre le plus proche s'ils avaient découvert ses origines. Sa famille patriote était d'ascendance allemande depuis 400 ans. Mais pour les nazis, cela n'avait aucune importance. Des soldats juifs fabriquaient ou achetaient de faux papiers pour dissimuler leur origine. Ils vivaient constamment dans la peur, prétextant des infections d'enfants si leur circoncision était découverte. Beaucoup ne se considéraient même pas juifs et avaient élevé des enfants non juifs. Ils ne suivaient ni les coutumes juives, ni les pratiques religieuses juives. Pour certains, découvrir qu'ils avaient une part de sang juif était aussi choquant pour eux que pour les soldats avec qui ils combattaient. Ils ne le savaient même pas. Un homme nommé Hans Günzel a survécu à la guerre, mais 57 de ses parents juifs n'ont pas survécu. Il était à moitié juif, tout comme beaucoup de ses proches. Après la guerre, il écrivit « Ce qui est triste, c'est que la plupart étaient convertis au christianisme et ne se considéraient pas comme juifs. Tandis que certains étaient hantés par l'oppression subie par leurs proches juifs dans les ghettos ou camps, d'autres ont demandé une dispense. C'était le seul moyen de contourner l'ordre. Et cela devait venir d'Hitler. S'il le jugeait nécessaire, il pouvait signer le même type de document qu'il avait signé pour Maurice. Ce fut une hypocrisie profonde. Des milliers de Mischling, jugés trop précieux pour être perdus, sont restés dans l'armée, grâce à un simple coup de stylo du Führer. Avec des médailles de combat ou des promotions sur le champ de bataille, Hitler leur accordait souvent l'exemption. C'était une simple manœuvre bureaucratique, mais une contradiction frappante, compte tenu de ce qui arrivait encore aux Juifs dans les camps de concentration et d'extermination. Pourtant, c'était parfaitement légal. L'article 7 des lois de Nuremberg stipulait clairement qu'Hitler pouvait effacer la prétendue souillure de la judéité du nom de quelqu'un s'il choisissait de le rendre en partie arien. Alors que des enfants juifs étaient arrachés à leur mère et que des juifs étaient conduits dans la chambre à gaz, Hitler arianisait d'autres personnes, trichant avec son propre système. À mesure que la machine de guerre nazie s'étendait, ces contradictions apparaissaient et la terrifiante bureaucratie des ordres d'anéantissement toucha un homme qu'Hitler avait jadis traité comme un saint, le docteur Bloch. Parmi les dernières paroles qu'Hitler lui adressa, figurait une promesse qui risquait de compromettre son intégrité. Après que les nazis ont envahi l'Autriche en mars 1938 et annexé le pays, une grande partie de la population autrichienne a accueilli les soldats dans les rues, agitant des drapeaux à croix gammées. Grande-Bretagne et France observaient, tandis que les Autrichiens hostiles à la domination allemande redoutaient l'enfer. Et personne ne craignait l'avenir autant que les Juifs, au nombre de 200 000. Des milliers d'entre eux furent arrêtés du jour au lendemain. On informa les enfants juifs que l'école et l'université leur étaient interdites. Les maisons furent pillées, hommes et femmes traînés dehors, des professionnels forcés de nettoyer des toilettes. Synagogues rasées, magasins couverts de graffitis ou détruits. Il était presque impossible de cacher chaque juif, désormais forcé de coudre sur ses vêtements la redoutée étoile jaune. Au milieu de ce chaos, parmi les larmes et le sang, se trouvait le médecin préféré d'Hitler, Monsieur Bloch.
Alors que la Gestapo terrorisait ses amis et sa famille, il se demandait quand viendrait son tour de subir toute la fureur idéologique nazie. Il attendait dans la peur que le pire arrive, sachant que les ordres de dévastation venaient d'un garçon qu'il avait autrefois soigné pour des rhumes et des angines. Pour Bloch, Hitler avait été un garçon si charmant. Comment était-il possible qu'il ait pu changer à ce point ? L'Adolf Hitler qu'il avait connu autrefois était curieux, doux, souvent dans les montagnes ou plongé dans ses lectures, fasciné par les histoires d'Amérindiens. Pourtant, cet enfant curieux semblait maintenant détester tous ceux qui n'étaient pas ariens. Bloch passait des nuits blanches à se demander comment une telle transformation avait pu se produire. Pour lui, c'était une question de vie ou de mort. Il ne pouvait certainement pas continuer à travailler. Son cabinet a fermé 6 mois après l'arrivée des nazis. Pourtant, il était chanceux. Il avait assez d'argent pour envoyer ses enfants à l'étranger. Mais à 66 ans, devait-il vraiment fuir ? Il hésitait à contacter Hitler. Cela l'aiderait-il ou provoquerait-il sa déportation ? Bloch repensait sans cesse aux derniers mots d'Hitler après la mort de Clara. « Je vous serai reconnaissant, pour toujours. Pour toujours. » Ce mot unique était gravé dans son esprit. Il se demandait si Hitler se souviendrait de cette promesse. Puis on frappa à la porte. Dehors se tenait un agent de la Gestapo. L'homme dit « On m'a informé que vous avez quelques souvenirs du Führer. J'aimerais les voir. » L'officier n'avait pas besoin d'en dire plus. Bloch comprit. Quand Hitler vivait dans des foyers à Vienne, parmi des hommes pauvres et misérables, il avait écrit des cartes postales à Bloch. L'une d'elles disait « Pour la première fois de ma vie, je me suis senti mécontent de moi-même. » Ce fut la première fois que Bloch remarqua une obscurité envahir l'esprit du jeune homme. Hitler était devenu amer, il détestait le gouvernement, il était perdu et en colère. Mais à ce moment-là, il ne détestait pas les juifs, pas tous. Bloch était l'une des rares personnes au monde qu'Hitler admirait, et il était juif et fier de l'être. Puis arriva une autre brève missive, l'une des cartes postales qu'Hitler peignait et vendait dans la rue, montrant un singe capucin encapuchonné, levant un verre de champagne pétillant. En bas, Hitler avait écrit « La famille Hitler vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, avec une reconnaissance éternelle, Adolf Hitler. » Éternelle. Encore une parole qui pouvait décider de la vie ou de la mort de Bloch. Hitler avait montré de la gentillesse envers un juif, un artefact dangereux révélant une contradiction qu'Hitler ne pouvait pas se permettre de voir exposée. Bloch comprit alors ce que voulait l'homme de la Gestapo à la porte. Il lui dit d'attendre et revint bientôt avec les objets. L'homme les prit et écrivit sur un morceau de papier. Certificat pour la garde de 2 cartes postales, dont l'une peinte de la main d'Adolf Hitler, confisquée dans la maison du docteur Eduard Bloch. Bloch se rendit directement au petit hôtel de la Gesellenhausstrasse, où le QG de la Gestapo avait été installé, et demanda pourquoi les cartes postales lui avaient été prises. Il connaissait la réponse, mais il voulait l'entendre d'un nazi. L'officier fut étonnamment très poli et demanda à Bloch quelle était son origine ethnique. Bloch répondit « Je suis juif à 100%. » L'officier le fixa et lui assura que les cartes postales étaient gardées en lieu sûr. Ils y avaient saisi des preuves de l'hypocrisie nazie, sans jamais l'admettre. Ce que Bloch ne savait pas, c'est que l'officier très instruit devant lui, Otto Rasch, deviendrait l'un des chefs les plus cruels de la SS. Il superviserait personnellement l'extermination de l'intelligentsia polonaise, et il approuverait l'assassinat de dizaines de milliers de juifs. Lorsqu'il a pris le contrôle de l'Einsatzgruppe SC, il a exigé que chaque homme de son unité abatte personnellement des juifs, afin que chacun d'eux ait du sang sur les mains. C'était un maniaque, et il venait tout juste de devoir parler avec une extrême politesse à un juif. Pourquoi ? Parce que Bloch avait un ange gardien qui veillait sur lui. Peut-être un ange de la mort, mais peut-être doté de plus de pouvoir que quiconque en Europe continentale. Bloch ignorait aussi ce qu'Hitler avait dit sur lui en 1937. Avant l'annexion d'Autriche, lors d'une conférence, Hitler avait demandé des nouvelles de la ville de Linz. Il avait demandé si Dr Bloch exerçait toujours là-bas, et, à la surprise générale, avait déclaré « Le Dr Bloch est un juif noble. Si tous les juifs lui ressemblaient, il n'y aurait pas de question juive. » Bloch a reconnu plus tard avoir vu cela comme un compliment. C'était étrange, et d'une certaine manière flatteur, qu'Adolf Hitler puisse voir du bon chez au moins un membre de ma race. Mais maintenant, les siens étaient raflés, leur vie détruite. Le monde était devenu fou. Il a vu Adolf Hitler arriver dans sa ville en Mercedes, escorté de motos, la foule acclamant, les juifs cachés chez eux. Combien de temps avant qu'ils ne viennent le chercher ? Mais ensuite, quelque chose s'est produit, qui lui a redonné espoir. Le mot « Jude » a été peint en jaune vif sur toutes les maisons et boutiques juives, et le cabinet de Bloch, où il vivait également, n'a pas fait exception. Mais il a reçu un appel de la Gestapo. Il a pu retirer l'inscription de sa maison. Ensuite, son propriétaire l'a appelé, après avoir interrogé la Gestapo, pour savoir si Bloch pouvait rester chez lui. On lui avait dit « Nous n'osons pas traiter cette affaire.
Berlin s'en chargera. Contrairement à peut-être tous les autres juifs d'Autriche, personne n'a même confisqué son passeport, et aucune lettre J n'a été tamponnée sur sa carte de rationnement lorsque la nourriture a commencé à manquer. Contrairement aux autres juifs de la ville, il mangeait et s'habillait bien, alors même qu'Hitler transformait sa ville natale. Il a mobilisé de grandes équipes pour construire des parcs, des théâtres et un nouveau pont sur le Danube. Alors que la transformation avait lieu et que les juifs disparaissaient chaque jour, le docteur Bloch fut épargné. Bloch comprit que Hitler se souvenait bien de lui et de sa promesse de reconnaissance éternelle, mais il savait que cela ne durerait pas. Chaque mois apportait une nouvelle annonce ou ordre effrayant. Les nazis poursuivaient jusqu'à la déportation ou la mort de tous les juifs. L'illusion que son bon comportement ou ses services passés garantissaient sa survie allait être brisée par une autre figure du passé de Hitler. Héros de la Première Guerre mondiale, Ernst Hess était protestant pratiquant, mais ses parents étant juifs, il était considéré comme juif. Pas n'importe quel juif, mais un soldat remarquable, qui avait autrefois commandé le 16e régiment d'infanterie de réserve bavarois, qui s'était battu à Ypres et à la Somme. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle tout le monde en Allemagne avait entendu parler de ce régiment en particulier. La raison, c'était l'un de ses soldats. Il s'appelait Adolf Hitler. Hitler, jeune, avait servi avec assiduité sous les ordres de Hess, qui les respectait pendant la guerre. La plupart des juifs ayant combattu pour leur pays pendant la Première Guerre mondiale pensaient que leur service les protégerait lors des persécutions. Même Hess, ex-supérieur de Hitler, n'était pas intouchable. En 1935, il était juge lorsque les lois de Nuremberg sont entrées en vigueur. Malgré son héritage chrétien et ses liens avec le Führer, il a été contraint de démissionner. Mais il avait sûrement été mieux loti que la plupart des juifs, du moins un temps. Heinrich Himmler lui-même a signé une lettre déclarant explicitement que Hess devait être protégé, ni déporté, ni persécuté. Conformément aux souhaits du Führer, la lettre précisait clairement que Hess ne devait en aucun cas être importuné de quelque manière que ce soit. Cet homme, jadis décoré de la Croix de Fer, était pour l'instant en sécurité. Alors que l'enfer régnait autour de lui et que ses proches étaient envoyés dans les camps, lui et sa femme non juive continuaient à vivre normalement, autant que possible dans ces circonstances. Pourtant, il ne se sentait pas en sécurité. Alors il écrivit une lettre à Hitler pour demander que lui et sa fille bénéficient de clémence. Il admit son origine juive, mais rappela à Hitler son éducation chrétienne et son patriotisme. Pour nous, écrivit-il, c'est une sorte de mort spirituelle d'être désormais étiqueté comme juif et exposé au mépris général. Hitler n'a pas approuvé la pétition, mais a accordé des concessions à Hess. Il a été autorisé à conserver sa pension militaire et à porter un passeport qui ne comportait pas le grand tampon rouge J, utilisé pour identifier les détenteurs de passeports juifs. Il était en sécurité, mais en arrière-plan, Heinrich Himmler devenait très frustré par les protections sentimentales de Hitler. Pour Himmler, il n'y avait qu'une seule solution, la solution finale. Pas un seul de 100 juifs. Même les héros de guerre n'étaient pas exemptés. Pendant que Hess préparait son avenir, la solution finale s'infiltrait partout, jusque dans les sous-sols. Les protections autrefois accordées aux juifs comme lui se fissurèrent sous le poids du massacre industrialisé. Le docteur Bloch savait que sa protection n'était pas inconditionnelle. Il pensait que pour survivre à la guerre, il fallait s'éloigner au maximum de l'Autriche. Ses enfants étaient à New York, en sécurité. Peut-être pourrait-il les rejoindre. Son cabinet fermé depuis longtemps, ses objets de valeur emballés, il était prêt à partir. Qu'il ne soit pas dans un camp, ou allongé dans un fossé avec une balle dans le dos, était déjà remarquable. Mais pourrait-il quitter l'Autriche avec toutes ses économies? N'était-ce pas trop demandé? Arriver dans un pays étranger sans presque un sou à son nom n'était pas l'idéal. Mais Bloch savait que les nazis avaient tout fait pour empêcher les juifs de sortir de l'argent du Reich. Au début des années 1930, le gouvernement allemand avait instauré la taxe d'émigration du Reich. Elle visait à empêcher les Allemands riches de transférer leur fortune à l'étranger durant le chaos économique de la Grande Dépression. La taxe saisissait 25% des biens d'une personne, si elle possédait plus de 200 000 Reichsmark ou gagnait plus de 20 000 Reichsmark par an. Cela concernait tous, pas seulement les juifs. Mais une fois les nazis au pouvoir, quand les familles juives ont commencé à fuir les persécutions, cette politique s'est transformée en pure confiscation. La richesse juive a été expropriée par des taxes, ventes forcées, comptes bloqués et saisies étatiques. Ce n'était plus de la fiscalité, mais de la piraterie organisée. Bloch pensait donc qu'il ne pourrait jamais partir avec toutes ses économies. Restait à savoir s'il aurait un traitement spécial. Il retourna au bureau de la Gestapo à Linz, où on lui dit qu'il avait de la chance. Une dispense spéciale des plus hautes autorités lui permettait d'emporter 16 Reichsmark hors du pays, soit 6 de plus que les 10 normalement autorisés aux juifs en fuite. 16 marks, assez pour des repas chauds et un costume neuf. Bloch ne l'a pas mentionné dans ses mémoires, mais des historiens ont indiqué qu'il avait aussi pu vendre sa maison au prix du marché.
De nombreux juifs autrichiens ont été dépouillés de leurs biens pour presque rien. On ignore comment il a transféré l'argent, mais il semble qu'Hitler l'ait encore aidé. Avant son départ, on lui a assuré qu'il serait en sécurité. Les nazis lui ont remis une lettre attestant qu'il était digne d'être recommandé, grâce à sa bonne moralité, ses connaissances médicales et sa volonté d'aider les malades. La lettre se terminait en disant qu'il avait gagné l'appréciation et l'estime de ses semblables. Un fonctionnaire lui remit la lettre alors qu'un silence régnait dans la pièce. Le fonctionnaire attendit. « Oui, merci, répondit Bloch, se souvenant qu'il devait montrer sa gratitude. L'officier lui suggéra d'écrire une lettre de remerciement à la personne qui l'avait aidé. Ce matin de novembre, alors que le brouillard couvrait les maisons, il prit sa plume et écrivit. « Votre Excellence, avant de franchir la frontière, je tiens à exprimer ma gratitude pour la protection reçue. » Il expliqua qu'il devait repartir pauvre dans un nouveau pays, mais rester reconnaissant pour la gentillesse reçue. L'œuvre de sa vie était perdue. 16 marques en poche, mais au moins il était en vie. Tout un matin, valise à la main, il ferma la porte derrière lui et jeta un dernier regard en arrière vers son ancienne vie. Il s'en sortirait, il le savait. Il était maintenant tout à fait évident qu'Adolf Hitler ne permettrait pas qu'il lui arrive du mal. Mais alors qu'il descendait la rue en direction de la gare, les visages de millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés envahirent son esprit. Les peines que ces gens devaient affronter, c'était impensable. Bloch était en sécurité, mais les nazis préparaient secrètement des listes. La bienveillance cessait, il fallait reprendre en main ceux qui avaient eu de la chance. Près de 100 000 juifs avaient servi en Allemagne durant la Première Guerre mondiale. Après l'arrivée au pouvoir des nazis, ils pensaient être en sécurité malgré les persécutions. Les anciens combattants refusaient d'avoir honte. Quand ils étaient harcelés ou leurs magasins vandalisés, des Allemands ordinaires les défendaient. Ils criaient sur la police ou les gardes SS, rappelant que ces hommes avaient servi leur pays. Il faut se rappeler qu'en 1933 seulement, environ 44% des Allemands ont voté pour les nazis. Une fois au pouvoir, Hitler a relancé l'économie, réduit le chômage et restauré la fierté nationale, ce qui a naturellement accru le soutien au régime. Cependant, de nombreux Allemands désapprouvaient les politiques antisémites les plus radicales des nazis. Certains ont osé s'opposer à ces idées. Des dizaines de milliers ont été exécutés. Beaucoup d'autres désapprouvaient la situation, mais détournaient le regard, tandis que leur vie se stabilisait. La peur, la propagande, le conformisme et l'intérêt personnel ont compté. Pourtant, pour beaucoup, emprisonner d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale paraissait injuste. Après tout, les nazis glorifiaient la guerre. Ils peignaient leurs anciens combattants sous les traits de saints. C'était donc une contradiction flagrante de persécuter maintenant ces hommes et leurs familles. Comme Ernst Hess, beaucoup ont été soutenus par des officiers allemands. Cela a mis la hiérarchie nazie dans une impasse. Et la plupart des anciens combattants ont d'abord échappé à la déportation vers les camps de travail et de la mort, mais pas pour longtemps. Ces personnes avaient tort de croire qu'on pouvait faire confiance aux nazis. Alors qu'Himmler pressait Hitler, les lois protégeant les anciens combattants se sont effritées, comme la peau d'un serpent en mue. En 1941, les nazis ont ouvert le ghetto de Theresienstadt, une sorte de station de transit. C'est ici que les juifs travaillaient et attendaient d'être transportés vers les camps d'extermination. Les conditions étaient terribles. Des dizaines de milliers de personnes mourraient d'épuisement, de maladies et de malnutrition, avant même de pouvoir être déportées. En 1942, sur ordre de Reinhard Heydrich, Theresienstadt commença à accueillir un nouveau type de prisonniers, les anciens combattants juifs de la Première Guerre mondiale. Les nazis changeaient encore les règles. Des juifs de haut rang, dont la disparition aurait suscité des soupçons à l'étranger, accompagnaient les soldats. La solution finale restait un secret au sein de la hiérarchie nazie. Lorsque la nouvelle a filtré au sujet de Theresienstadt, les nazis ont affirmé que ce n'était pas un enfer sur Terre, ni même quelque chose qui y ressemblait. Ils disaient que c'était une ville thermale, un village de retraite pour les juifs ayant mérité d'y être envoyés. En 1941, lorsque Hess s'est présenté au bureau d'arianisation à Munich et a remis sa lettre de protection, l'officier la lui a arrachée des mains. L'officier, Franz Richard Mückler, l'a informé que sa protection avait été révoquée et qu'il était désormais un juif comme n'importe quel autre juif. Arrêté, il a d'abord travaillé comme ouvrier au camp de Milbertshofen, puis a été transféré dans une entreprise de construction, obligé de dormir dans une maison juive, selon les nazis. Sa seule protection désormais était qu'il évitait le pire des camps de concentration, grâce à son mariage mixte privilégié. Passant de la richesse à la pauvreté, sa femme Marguerite et sa fille Ursula faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour trouver de l'argent afin de manger. Toute la famille de Hess croyait qu'ils étaient protégés par le champ de force de son passé militaire, mais il n'en fut rien. Sa sœur Bertha était gazée à Auschwitz. Hess craignait désormais que lui et les autres connaissent le même sort. Pour de nombreux juifs épargnés, les protections disparaissaient toujours. La situation est devenue bien pire après le complot du 20 juillet 1944.
lorsqu'un groupe d'officiers de haut rang a failli assassiner Hitler. La paranoïa s'est répandue dans les rangs, et les demi-juifs qui avaient réussi à rester dans la Wehrmacht ont été expulsés et arrêtés par la Gestapo. D'un point de vue stratégique, c'était absurde. Des dizaines de milliers de combattants ont été renvoyés en Allemagne après la révélation de leur origine juive. La plupart ont été envoyés dans les camps de travail forcés de l'organisation Todt, où certains ont retrouvé leur père, mari arien de leur mère juive. Le camp était moins dur, la plupart ont survécu, mais ces hommes ont été gaspillés dans une guerre que les Allemands étaient en train de perdre. Il en a été de même pour la production d'armement. Les Allemands ont de nouveau fait preuve d'imprudence en choisissant l'idéologie plutôt que de gagner une guerre. Le maréchal Wilhelm Keitel de l'Oberkommando der Wehrmacht avait ordonné en 1942 que tous les juifs travaillant dans la production d'armement soient retirés. C'était une décision qui a été critiquée par le général Kurt Ludwig von Gienaint pour avoir réduit, je cite, le potentiel militaire du Reich. Hitler avait changé. Après avoir protégé certains anciens serviteurs de l'Allemagne, il est devenu cynique. En écrivant à propos des juifs qui tentaient d'échapper à la déportation, en prétendant ne pas être juifs, il déclara que, dans le pire des cas, une goutte d'eau baptismale pouvait toujours sauver l'affaire et le juif en même temps. N'ayez crainte, ajouta-t-il, la capacité de camoufler ses origines en changeant de religion disparaîtra complètement. La répression battait alors son plein. Les caprices de Hitler furent finalement balayés par l'élan implacable de la machine de mort qu'il avait créée. Il s'avère que le statut d'arien d'honneur n'était rien d'autre qu'un sursis à l'exécution. Ernst Hess a survécu à la guerre et, sans retrouver son poste de juge, a reconstruit sa vie en Allemagne d'après-guerre. En 1946, il a entamé une nouvelle carrière dans les chemins de fer. De 1949 à 1955, il a été président de l'autorité fédérale générale des chemins de fer à Francfort-sur-le-Main. En 1970, une plaque commémorative lui avait été dédiée à Francfort, une fin remarquable pour un homme autrefois privé de ses droits. En 1983, la souffrance qu'il avait portée toute sa vie s'est évanouie lorsqu'il est décédé à l'âge de 93 ans. Mais ses paroles ont survécu. Après la guerre, quand on lui demanda sur Hitler et sur ce que c'était que de servir à ses côtés, il répondit « Hitler ? Il était dans notre unité ? Nous ne l'avons même jamais remarqué. » Dire qu'un homme qui a causé tant de douleur et de souffrance n'était personne, une ombre d'insignifiance, mais néanmoins dangereuse. Et s'il y avait bien un homme qui comprenait comment le mal peut naître de l'insignifiance, c'était Édouard Bloch. Il avait quitté l'Allemagne sain et sauf et s'était dirigé vers Lisbonne, au Portugal. Il était là, attendant d'embarquer sur un navire qui le conduirait à New York, lorsqu'un soldat britannique lui demanda ses papiers. Le soldat lut le nom et sourit. « Vous étiez le médecin d'Hitler, n'est-ce pas ?» Bloch était célèbre. Ce n'était pas une distinction dont il était fier. Il avait jadis réconforté un homme ayant exterminé des millions de personnes sur la seule base de papiers définissant leur race. Il traversa l'Atlantique déchaîné et débarqua dans le Nouveau Monde, un monde totalement épargné par les ravages de la guerre. Là-bas, il s'est fondu dans la masse et a continué sa vie parmi la communauté juive du Bronx, mais pas pour longtemps. Il est mort en 1945, d'un cancer de l'estomac. Le seul juif qui ne s'est pas retrouvé à fuir était l'ancien bras droit d'Hitler, Emil Maurice. Sa judaïté, même réduite à un 8e, ne disparaîtrait jamais, mais c'était une fraction tolérable pour les nazis. Hitler l'a renvoyé de son poste de chauffeur en 1927, lorsque Maurice a avoué avoir eu une liaison avec la jeune nièce d'Hitler, Geli Raubal. Il est néanmoins resté dans la SS. Rappel constant à Himmler qu'un homme dont le sang était contaminé avait fondé l'organisation dont il était si fier. Les Américains l'ont considéré comme un criminel nazi de catégorie 2, et Maurice n'a passé que 4 ans en prison. Après cela, il est devenu un humble horloger et est mort en 1972, lui qui avait autrefois cru, avec ses collègues, pouvoir dominer l'Europe en tant que race supérieure. Il est mort conscient d'une ironie flagrante. Au cœur du monde qu'il avait essayé de créer avec ses camarades nazis, une société obsédée par la pureté raciale, fondée sur une idéologie tellement incroyablement obstinée qu'elle se contredisait sans cesse. Même Adolf Hitler et Heinrich Himmler savaient sûrement qu'il n'existait pas de sang pur, et que l'ascendance seule ne pouvait déterminer la valeur ou le caractère d'une personne. Ce postulat était faux dès le départ. Pourtant des millions de personnes, des juifs, des slaves, des roms, des asiatiques et d'autres, ont souffert et sont morts à cause de cela. Adolf Hitler a peut-être fait des exceptions pour quelques individus, mais cela n'a pas rendu la vie en Allemagne nazie moins brutale pour les autres. Pour découvrir la survie quotidienne des familles allemandes ordinaires sous le régime, voyez ce que signifiait vivre sous Adolf Hitler, ou cliquez sur cette vidéo.